Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe, soit en utilisant la boîte de dialogue ou en utilisant la boîte de questions-réponses. Allô, Noah. Bonjour, docteur Laforce, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Excellent, excellent. Ben, c'est bon, là, vous êtes en poste. Donc, juste pour ceux qui se joignent à nous là maintenant, docteur Laforce est en pratique. Donc, il nous garde cette petite heure pour justement avoir cette rencontre et pouvoir discuter ensemble, surtout répondre à vos questions. On a reçu énormément de questions déjà. Alors, on va se donner encore quelques petites minutes, le temps que le monde se connecte à nous. Donc, on Excellent. est en direct donc sur Zoom. Donc, pour ceux qui se sont inscrits directement sur la plateforme ou également sur Facebook. Donc, vous nous voyez également sur la page de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, encore quelques petites minutes et puis on va commencer. Merci à tous. Alors, pour ceux qui se posent la question, effectivement, si le son est désactivé ou pas, effectivement, oui, quand vous êtes connecté sur la plateforme Zoom, par défaut, votre son est désactivé. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, madame. Intéressant parce que j'ai vu ce matin une patiente qui a exactement la problématique de un des cas cliniques que je vais présenter un petit peu plus tard. Bon, ben, excellent. Alors, C'est parfaitement c'est d'actualité. d'actualité exactement. Excellent. Parfait. Donc, ben, écoutez, on a déjà pas mal de monde là qui est connecté. Alors, je vais tout d'abord prendre quand même le temps de vous présenter, docteur Laforce, parce que vous êtes quand même une sommité ici au Québec. On a la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous, comme je vous le disais, que ce soit en direct donc sur Facebook ou sur la plateforme Zoom. Alors, tout d'abord, je m'appelle Noa Bengayet, je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et donc, j'aurai l'occasion aujourd'hui d'avoir cette discussion avec Dr Laforce. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation de qui est Dr Laforce pour ceux qui ne le connaissent pas. Dr Laforce a complété son doctorat en neuropsychologie en 1998, donc tout jeune. Il a été par la suite professeur adjoint en neurosciences cognitives avant de compléter une formation en neurologie comportementale en 2011. Il a réalisé un fellowship spécialisé en dégénérescence frontotemporale à l'Université de Californie au Memory and Aging Center
Center et depuis 2012, il est co-directeur du cours de neurologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur clinicien au CHU de Québec. Dr Laforce a également obtenu plusieurs subventions majeures, que ce soit des IRSC, de la Western Brain Institute, du RMGA ou encore du FRQS. Et il a présenté à de nombreuses occasions, que ce soit lors de conférences nationales, internationales. Il a publié plus de 100 articles scientifiques dans des journaux de renommée, tels que le Lancet Neurology, Brain, Neurology, Neuroimage, Alzheimer Research and Therapy. Et il est également l'auteur d'un livre sur la mémoire et de 3 chapitres de livres. Dr Laforce est également un des principaux investigateurs de prestigieuses études internationales, dont l'étude GENFI, qui est en fait pour Genetic Frontotemporal Dementia Initiative, et DIAN, qui est le Dominantly Inherited Alzheimer Network. On aura peut-être l'occasion d'en discuter brièvement. Il dirige également de nombreux projets touchant au développement d'instruments d'évaluation cognitive, donc notamment le COCO, dont j'aimerais également qu'on en discute. Et également, tout récemment, Dr Laforce est titulaire de la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives de la Fondation de la famille Lemaire, qu'on aura également l'occasion d'aborder aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Dr Laforce, d'avoir accepté notre invitation et puis de vous prêter un petit peu à ce jeu. On l'avait fait déjà avec plusieurs autres chercheurs et puis il me semblait opportun et puis surtout d'actualité que de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, j'ai déjà plusieurs questions pour vous pour un petit peu mettre la table. Donc, j'ai parlé de dégénérescence frontotemporale, d'aphasie primaire progressive, de maladie d'Alzheimer, de tests cognitifs. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous démêler un petit peu tout ça en nous disant quelle est la différence entre la maladie d'Alzheimer et la dégénérescence frontotemporale, les symptômes, leur prévalence, comment également ça se développe, quelle est aussi l'espérance de vie. Donc, voilà, je vous lance un petit peu la balle. Absolument, c'est une belle question. Allez-y. Merci beaucoup, Noah. C'est très apprécié d'abord, de m'avoir invité sur cette plateforme-là. Je sais que la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer est très active et très appréciée. Tout l'enseignement que vous faites aux gens pour ces maladies-là qui sont quand même complexes. Nous, on baigne là-dedans à journée longue, mais pour les gens qui sont moins familiers puis qui vivent aussi de façon émotive la maladie d'un proche, c'est déroutant. Alors, merci beaucoup pour tout ton travail puis de m'avoir invité encore une fois. Ça me fait plaisir. Je suis toujours intéressé, moi, justement à transmettre nos expériences cliniques puis nos connaissances, à bien vulgariser ça pour les gens. Puis vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est juste que l'information est un peu ici et là. Puis il faut la regrouper pour la présentation la présenter de façon cohérente. Alors, d'emblée, je pense qu'il faut retenir que la forte majorité des problèmes dégénératifs sont causés par une accumulation de protéines. Donc, dans le cerveau, pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, à un moment donné, la chaîne débarque, le train déraille et le cerveau s'enflamme. Il y a une accumulation anormale d'une protéine. Dans la maladie d'Alzheimer comme telle, c'est la protéine amyloïde. On va dire que la maladie d'Alzheimer, c'est une amyloïdopathie parce que c'est l'amyloïde qui s'accumule. Une amyloïdopathie primaire avec tauopathie secondaire. Donc, la deuxième protéine de la maladie d'Alzheimer qui est importante, c'est la protéine tau, TAU-tau. Donc, il faut retenir que 60 à 80 des maladies dégénératives qu'on connaît en clinique aujourd'hui sont causées par une pathologie Alzheimer. Donc, c'est vraiment la pathologie prédominante. La maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic clinique, mais dans le cerveau comme tel, cette protéine-là, principalement l'amyloïde, puis secondairement la protéine tau, TAU-tau, s'accumule. Et là, puisqu'on est là-dessus, je veux passer un message important, c'est que la maladie d'Alzheimer a plusieurs variantes. C'est un terme qui est d'actualité. Les variants, présentement, là, on est là-dedans avec la pandémie. Vous allez bien comprendre la notion de variant. Le variant le plus fréquent de la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie d'Alzheimer mémoire. Et ça, c'est la plupart des cas. Donc, ce sont les patients, tu me parlais de symptômes, Noah, d'essayer de décrire les symptômes. C'est les gens qui vont présenter un trouble de mémoire récente, qui vont oublier des faits récents qui sont importants. Pas ce que vous avez mangé hier. Ce que vous avez mangé hier, ce n'est pas tant important.
à moins que ce soit un souper de famille où là, vous avez cuisiné une nouvelle recette, vous avez concocté un poisson avec une sauce spéciale. C'était un événement pour la fête de Brigitte, votre sœur. Ça devient un événement avec un caractère spatio-temporel pertinent et significatif. Mais les choses non pertinentes, non significatives, c'est correct de les oublier, c'est des oublis bénins. Et ça ne nous intéresse pas. Donc, dans la situation où le trouble de mémoire récente, souvent les gens vont se répéter à propos de faits récents importants, vont avoir de la difficulté au niveau de l'orientation spatiale. Ça peut se traduire en auto, ça peut se traduire dans le quartier. Et ces symptômes-là, donc, vont caractériser la variante mémoire de la maladie d'Alzheimer. Mais quand je disais qu'il y a 4 variants de maladie d'Alzheimer au total, il y a 3 autres formes. Il y a la variante logopénique, c'est-à-dire la variante qui touche le langage. Et ces gens-là vont avoir ce qu'on appelle un manque du mot important au point où ils vont avoir de la difficulté à véhiculer leurs propos. Tout le monde en vieillissant, on cherche nos mots. Ça, c'est une plainte extrêmement fréquente. 55, 65, 75, 85, c'est normal de chercher ces mots. Ça fait partie du vieillissement normal. Mais le manque du mot, c'est la situation où la personne n'arrive pas à véhiculer son propos pour se faire comprendre. Alors, si vous êtes allé en ski la fin de semaine passée et vous me dites à la question, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine passée? Je suis allé, tu sais, là, je suis allé là, tu sais, là-bas, là, tu sais, c'est loin. Tu sais, quand on va là-bas, là, puis les gens autour sont un peu, là, je ne saisis pas, mais tu es allé où? C'est quoi que vous avez fait? Puis pourtant, en quelques mots précis, je suis allé en ski. Ça prendrait 4 secondes et ça serait réglé. Donc, le manque du mot, ça, c'est un symptôme important. Quand on pousse un petit peu plus loin en clinique, on va tester la répétition, on va tester d'autres éléments du langage. Et ça, ben, ça va définir des gens qui remplissent les critères de la variante langagière de la maladie d'Alzheimer ou l'autre terme, c'est la variante logopénique. Fait que ça, c'est le deuxième visage de la maladie d'Alzheimer. Le troisième visage, ça peut être une variante visuelle ou visuo-perceptuelle où les gens ont de la difficulté à reconnaître les visages, difficulté à reconnaître des scènes spécifiques ou caractéristiques qu'on connaît qui sont comme des schèmes. Quand on entre dans le bureau d'un médecin, on ne va pas s'asseoir à la chaise du médecin, on va s'asseoir aux chaises qui sont là pour les patients. Quand on s'installe dans une salle d'attente, on ne s'en va pas s'asseoir au bureau de la secrétaire, on s'installe dans la salle d'attente. Donc, le jugement visoperceptuel d'aller du bon côté de la voiture quand on sort d'un endroit où on est allé faire une commission, ça fait partie aussi donc, des symptômes qu'on va voir dans l'Alzheimer visuel. Et la dernière forme, c'est des changements plus comportementaux. On va parler d'un Alzheimer comportemental où là, les gens accumulent encore une fois une pathologie Alzheimer, mais ceci se traduit par des changements de comportement au quotidien, des erreurs dans le jugement, une familiarité, des comportements qui vont être un peu inadéquats, une rigidité au quotidien, des changements aussi au niveau des fonctions qu'on dit, nous, en neuropsychologie, exécutives, c'est-à-dire planifier, organiser, mettre en séquence. Donc là, je vous ai brossé le tableau des 4 variants de la pathologie la plus fréquente, qui est la pathologie Alzheimer, comme on disait, qui représente à 60 à 80 des cas. Votre première question, Noah, c'était comment c'est différent de la maladie frontotemporale ou la démence frontotemporale? Donc, ce que je veux que vous reteniez aussi, autant on avait un spectre de variants Alzheimer, on a un spectre de variants frontotemporaux. Et là, il faut bien les définir. Il y en a plusieurs. On va mettre l'accent sur quelques-unes qui sont plus fréquentes. La plus fréquente dans les maladies du spectre frontotemporal, c'est ce qu'on appelle la variante comportementale de la démence frontotemporale. C'est clairement la plus fréquente. Dans ce spectre-là, il y a aussi ce qu'on appelle les aphasies primaires progressives, dont la variante sémantique, et il va y avoir aussi la variante non fluente. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a d'autres maladies qui vont combiner des changements comportementaux et langagiers dans le spectre frontotemporal à des problèmes moteurs. Donc, par exemple, du parkinsonisme. On n'a qu'à penser à la paralysie supranucléaire progressive ou encore le syndrome corticobasal ou la variante comportementale de la démence frontotemporale qui s'associe à la sclérose latérale amyotrophique. Fait que je vous ai comme brossé là, 5 conditions. La première, c'est la variante comportementale. La deuxième, c'est les aphasies primaires progressives. On a dit sémantique et non fluente. Je vous ai parlé de la PSP, la paralysie supranucléaire progressive, puis du syndrome corticobasal et de la variante comportementale associée à la sclérose latérale amyotrophique. Si on prend juste un commentaire général aussi par rapport au spectre frontotemporal,
c'est que ce spectre-là frappe des gens plus jeunes. La maladie d'Alzheimer classique est plus autour de 65 à 75 ans. Le spectre frontotemporal est beaucoup plus 45 à 65. Alors, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi les enjeux, les expériences de vie, les symptômes? Bien, ça peut vouloir dire, dans le spectre frontotemporal, des gens qui sont encore au travail. On a plus de chances d'être au travail à 45 qu'à 85 ou à 75. Mais ceci dit, les gens travaillent également en âge plus avancé aujourd'hui, puis c'est bien normal. Donc, première chose, beaucoup plus jeune. Deuxième chose, on remarque les mutations génétiques sont beaucoup plus fréquentes dans la démence frontotemporale que dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle d'à peu près 40 des cas qui sont en lien avec des familles où il y a des mutations pour la démence frontotemporale. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, vous savez, Sandra de Montigny, qui est passée à Tout le monde en parle dimanche dernier, nous aide à travers ce qu'elle vit, qui est une situation extrêmement dramatique et difficile. Cette femme-là s'articule. C'est impressionnant de la voir parler de sa maladie. Elle est un vecteur extraordinaire pour tout le monde parce qu'elle amène une perspective de compréhension de cette maladie d'Alzheimer à variante génétique. Mais il ne faut pas oublier que Sandra de Montigny, c'est une rareté. Là. On parle dans la maladie d'Alzheimer génétique causée par des mutations d'à peu près 3 des cas, alors que dans le frontotemporal, c'est 40 des cas. Je pourrais en parler de la génétique un petit peu plus tard parce qu'il ne faut pas passer sous silence la génétique Alzheimer liée à un facteur de risque génétique qu'on appelle l'APOE4. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Mais mêlons pas trop les cartes pour l'instant. Allons-y pour décrire les grands syndromes. Donc, ben, effectivement, là, vous l'avez très bien dit, il y a tellement de distinctions à faire et malheureusement, ben, on continue encore à tort de considérer la maladie d'Alzheimer uniquement sous sa forme mnésique en oubliant un petit peu tous les autres symptômes qui peuvent être associés. Donc, justement, quelle serait pour vous, en fait, la grande problématique que vivent en fait les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, que ce soit la DFT ou la maladie d'Alzheimer, mais aussi jusqu'à quel point vous, en tant que clinicien, vous êtes justement en mesure de faire cette distinction-là entre les différents types de troubles neurocognitifs, parce que comme vous l'aviez très bien dit, il y en a tellement, plusieurs variants, des facteurs génétiques, je dirais une évolution sporadique, des personnes atteintes à un jeune âge. Donc, comment démêler tout ça d'un point de vue clinique? Parce que malheureusement, encore à tort, on entend encore des personnes nous dire ben, il a reçu un diagnostic de démence. Mais quel type? Quelle problématique? Parce que forcément, le suivi, l'intervention va aussi être défini par le type de diagnostic. Absolument. C'est une excellente question. C'est tellement pertinent. Premièrement, Noah, il faut réaliser que si on retourne 25 ans en arrière, alors que Dr Bouchard et d'autres cliniciens, mais nous, on était près de Dr Bouchard, qui était le fondateur de notre clinique ici à Québec, Dr Bouchard a contribué grandement à faire en sorte que les médecins de première ligne puissent reconnaître la variante amnésique de la maladie d'Alzheimer et plus la diagnostiquer. Si bien qu'aujourd'hui, les jeunes médecins sont pas mal à l'aise avec la variante mnésique classique. Moi, je me suis fait un mandat parce que je suis passionné des variantes atypiques, mais aussi à travers la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives Fondation Famille Lemaire, qui a aussi un mandat pour la reconnaissance ou la meilleure sensibilisation auprès des médecins de première ligne par rapport au dépistage des variantes atypiques, de faire en sorte que cette conscientisation-là, puis aussi cette vulgarisation-là, se rende jusque dans les bureaux des médecins de famille. Donc, concrètement, pour vous donner une idée, dans les travaux de la chaire, on a rencontré près d'une dizaine de GMF, des médecins en GMF. On a donné des présentations à près de 800 médecins dans le cadre des formations de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, des médecins spécialistes également, sur les variantes atypiques. Et donc, ta question, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour les dépister? Bien, il s'agit d'avoir des meilleurs tests de dépistage plus appropriés à ces variantes-là et d'être allumé au fait que, dans le fond, on trouve ce qu'on cherche. Si on n'est pas à l'écoute des troubles de langage, on ne les trouvera pas. Si on n'est pas à l'écoute des troubles visoperceptuels, on ne les trouvera pas non plus. Et ça nous prend des instruments pour les documenter.
Alors, on a développé ici à Clinique Mémoire le test qu'on appelle le dépistage cognitif de Québec, le DCQ, qui est complètement gratuit pour les cliniciens et qui fait boule de neige, pas juste à Québec, dans la francophonie. Ça, c'est le fun. Des gens de France, de Tunisie, partout dans la francophonie, dans le monde entier, les gens téléchargent le DCQ, qui a des bonnes normes sur 410 Québécois âgés entre 50 et 95 ans. Alors ça, donc, de donner un outil. L'autre outil, je crois, qui a un impact actuellement, c'est le médecin en cabinet comme tel, il doit se positionner sur est-ce que c'est le vieillissement normal ou c'est quelque chose de pathologique que j'ai devant moi? Et ça, c'est mon collègue Patrick Bernier, docteur Bernier, qui est un omni en gériatrie, plus omni en gérontopsychiatrie, et Christian Gourdeau, qui est un professeur de physique au Cégep, qui ont bâti ce qu'on appelle les courbes cognitives. Les courbes cognitives, le COCO, vous avez un site, là, COCO, c'est QUOCO.org, permettent aux médecins en pratique en cabinet aujourd'hui de positionner la performance d'un individu par rapport à son groupe d'âge et son niveau d'éducation, mais plus encore. Dans le COCO, ce qu'on a dégagé, c'est une équation qui permet de voir si quelqu'un suit sa trajectoire cognitive liée à l'âge ou s'il débarque de sa trajectoire cognitive. Donc, chez les enfants, les pédiatres vont placer un enfant en fonction du poids et de la taille, puis ils vont dire ça va bien, l'enfant suit ses courbes de croissance. Bien, nous, on fait ça aussi chez les personnes âgées avec plusieurs tests dans le temps et on peut se positionner à savoir si la personne suit ses courbes de décroissance. On n'appelle pas ça comme ça parce que c'est péjoratif, mais on va suivre la trajectoire cognitive en fonction de ça. Oui. Justement, pour le test COCO, à quelle fréquence, en fait, est-ce que vous évaluez les personnes? Ouais, je pense que ça dépend toujours un peu de la situation clinique, mais d'évaluer une personne âgée à moins de 6 mois d'intervalle, ça serait comme trop. Mais c'est sûr que si la personne se détériore, devient confuse, devient désorientée, doit être hospitalisée, ben là, les soins sont accentués en fonction de la situation clinique. Mais je vous dirais 6 mois, puis préférentiellement 1 an. Je pense que ça, c'est les barèmes qu'on utilise. Pardon. Vous avez également mentionné que la dégénérescence frontotemporale survenait plutôt chez des Oui, personnes plus jeunes. oui. Pourquoi? Et On le aussi, sait. ben, une fois que le diagnostic est posé, c'est quoi l'espérance de vie? Ou Ouais. en tous les cas, combien est-ce qu'on peut penser que la personne va vivre avec cette dégénérescence versus également l'évolution normale dans le cas de la maladie d'Alzheimer? Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'on commence à avoir des éléments de réponse au pourquoi c'est plus tôt, puis pourquoi c'est plus ravageur que la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle la démence frontotemporale. Par exemple, les études ont montré que dans la maladie d'Alzheimer génétique, dans le cerveau, les changements s'opèrent 25 ans avant. Dans la maladie frontotemporale génétique, les changements s'opèrent 12 à 15 ans avant. Donc, l'évolution, la détérioration est beaucoup plus ravageuse dans la démence frontale. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est clairement ce qu'on observe. Et quand c'est vraiment la variante comportementale, les changements de comportement, toutes les structures dans le cerveau qui sont appelées à se détériorer, à se dégénérer, font en sorte que la personne est à risque de mourir plus vite. Par exemple, les variantes comportementales vont s'emplir la bouche de pain parce ils présentent un symptôme qu'on appelle l'hyperoralité. Donc là, c'est dangereux de se mettre 4-5 pains dans la bouche. On peut s'étouffer. Il y a des gens qui meurent comme ça d'étouffement. Au long cours, ces gens-là peuvent manger des objets inanimés. Donc, par exemple, se mettre des effaces dans la bouche. Et là, donc, ils s'étouffent puis ils meurent. On ne voit pas ça dans la maladie d'Alzheimer. Alors, l'évolution est beaucoup plus ravageuse dans la démence orale de par les changements de comportement, de par les erreurs de jugement, de par la maladie aussi, que dans la maladie d'Alzheimer. OK. Vous avez effectivement mentionné les aphasies primaires progressives, Oui, notamment avec aussi la chaire de recherche. oui, Qu'est-ce que ça veut dire d'être oui. aphasie? Ce que j'aimerais faire, Noah, si tu me passes Oui. la, si tu me passes le contrôle de la Alors, présentation, je vais aller utiliser quelques diapositives d'une présentation qu'on donne sur la chaire. allez-y. Donc, est-ce que vous voyez bien mes diapositives présentement? Oui. Parfait. Alors,
je profite de l'occasion, dans le fond, pour mentionner là, les gens qui sont avec moi dans la chaire. Donc, il y a Nancy Cyr, qui est infirmière clinicienne ici à la clinique de mémoire. Il y a Nancy Parent aussi, qui est une infirmière de recherche qui est avec nous dans la chaire. Et il y a ma coordonnatrice, Dr. Monica Lavoie, qui est orthophoniste, coordonnatrice de la chaire, qui fait un travail exceptionnel avec nous présentement. Et donc, je me suis entouré de ces gens-là pour le mandat de la chaire qui est ici. Là, on va en parler des objectifs, mais elle a été lancée en 2019, la chaire de recherche sur les APP, Fondation Famille Lemaire, pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des aphasies primaires progressives. Donc, d'une part, sensibiliser la population. Vous savez, là, on a des gens qui arrivent dans nos bureaux et qui disent, on a entendu parler de la chaire, on a regardé notre map, on a dit, c'est ça le problème, on s'en va voir le médecin, puis qui sont dans le bureau aujourd'hui. Ça, là, c'est le plus beau cadeau. Sensibiliser les professionnels de la santé aussi aux APP. Par exemple, il y a beaucoup d'orthophonistes qui sortent de leurs cours universitaires qui n'ont pas nécessairement eu une formation sur les aphasies primaires progressives. Alors, ils sont plus orthophonistes dans le style dyslexie chez les enfants ou troubles d'apprentissage verbal chez les enfants. Alors que nous, on n'est pas chez les enfants, là, on est chez les personnes plus âgées, puis ces syndromes-là apparaissent chez les personnes plus âgées. Identifier les signes précoces de la maladie et de ses variantes, améliorer la prise en charge faite aux personnes qui présentent une APP et à leurs proches. Donc, par exemple, une des choses qui se dégage de la chaire des sessions de brainstorm qu'on fait avec les aidants présentement, c'est que la présence d'un orthophoniste est extrêmement importante pour le patient, mais aussi et surtout pour l'aidant. On avait, je te disais tout à l'heure, Noah, dans mon bureau ce matin, une patiente qui présente une variante sémantique de l'APP. Et le conjoint, ben, il fait face à beaucoup de changements de comportement, puis beaucoup de difficultés de la part de la personne, de sa conjointe, à reconnaître des objets. Pour elle, du brocoli, s'il lui dit, ben, amène-moi le brocoli, elle ne sait pas c'est quoi le brocoli. Elle regarde dans le frigidaire, elle rouvre les tiroirs, elle n'est pas capable de reconnaître c'est quoi l'objet qu'on appelle brocoli. Alors, comment compenser? Ben, les orthophonistes vont donner des stratégies justement pour aider le quotidien, faire en sorte que les personnes passent des plus belles journées. Il y a beaucoup d'informations comme ça sur le site. Je vais vous amener au site bientôt. Donc, développer et valider des biomarqueurs, ça, le quatrième objectif, c'est plus le volet scientifique, où là, on développe des tests cognitifs, on développe aussi des processus en imagerie métabolique pour mieux comprendre la signature des aphasies primaires progressives. Ça nous aide aussi dans le diagnostic différentiel. Une de tes questions tout à l'heure, Noah, c'est comment on fait la part des choses? Bien, la part des choses, parmi toutes ces conditions dégénératives, je mentionnais que c'est une meilleure sensibilisation. Il faut que les médecins sachent quoi chercher pour le trouver. Il faut qu'il y ait des outils comme le DCQ, le COCO, mais aussi, il faut qu'il y ait des biomarqueurs pour aider au diagnostic différentiel puis confirmer le diagnostic de la maladie. Et ça fait partie des choses qu'on met ensemble aussi. Le point, je pense, que je voudrais véhiculer pour aujourd'hui, qui est bien important, aller sur la plateforme APP. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations pour patients et proches ou encore les professionnels de la santé sur ce site-là. Ce que je trouve intéressant du site, Noah, c'est qu'il n'y a pas juste du texte, il y a des vidéos qui expliquent les symptômes. Donc, si nous, on dit, voici un trouble, ou dans cette forme d'APP-là, il y a un trouble de répétition, bien, vous avez une vidéo qui montre un patient qui a de la difficulté à répéter. Vous avez aussi des témoignages des aidants qui ont vécu avec des gens qui ont une variante d'APP et ça permet un peu de mieux positionner les choses là, dans le big picture, comme on dit. Peut-être, pour répondre à ta question, là, je veux parler des variantes de l'aphasie primaire progressive. Ça va nous permettre un peu de départager les conditions, juste pour sensibiliser la population en gros. On se replace donc dans le schéma que je vous ai décrit au début. Il y a les maladies d'Alzheimer, il y a 4 variantes de la maladie d'Alzheimer, dont une variante langagière. Vous l'avez ici, la variante logopénique de la maladie d'Alzheimer. Et il y a ce qu'on appelle le spectre des démences frontotemporales, où là, à l'intérieur de ce spectre-là, il y a la variante comportementale, mais il y a aussi les aphasies primaires progressives. Je vous avais dit, il y en avait 2 sous-types, la variante sémantique, puis la variante non fluente. Donc, ce qui est intéressant sur le site, puis qui rend l'apprentissage plus facile, c'est que les couleurs correspondent aux endroits du cerveau qui sont touchés. Donc, par exemple, la variante sémantique, en mauve, le texte est en mauve, c'est le lobe temporal antérieur, principalement gauche, qui est touché. La variante non fluente, vous le voyez ici comme en orange, c'est plutôt le cortex frontal, près de la bande motrice en frontale gauche. Et la variante logopénique, la variante langagière de la maladie d'Alzheimer, c'est plus en vert et c'est plus temporopariétal. C'est intéressant pour les gens de situer où est-ce que ça se passe dans le cerveau. Peut-être, Noah, ça t'appartient en ce sens que c'est toi qui coordonne un peu l'organisation de la présentation, mais je pourrais donner un exemple de c'est quoi un patient qui a la variante sémantique, c'est comme tu veux.
Oui, oui, allez-y, parce On y va? qu'effectivement, des cas concrets, je pense que ça Oui, parlerait davantage parfait. aux gens qui nous suivent. Allons-y. Donc, si je reviens en arrière, dans les trois variantes d'APP, je vais vous présenter ici un cas de la variante sémantique comme telle. Et puis, commençons par la description clinique. Dans le fond, c'est un monsieur de 72 ans là, qui se présente euh, à la clinique de mémoire. Notamment, il vient seul en auto, il est bien orienté et sa mémoire, au sens large, est peu affectée. Vous allez dire, vous allez voir pourquoi je dis au sens large, mais ce n'est pas tant un problème de mémoire. Ce n'est pas quelqu'un qui se répète, qui s'est perdu en auto, puis qui a oublié un rendez-vous important. C'est un universitaire, hein, il est comptable, directeur d'une commission scolaire, pris sa retraite à 65 ans. Et quand on questionne davantage la conjointe qui est avec lui, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il ne comprend pas. Ça fait 5 ans. Un patient qui a la maladie d'Alzheimer, là, sur 5 ans, il est désorienté, il y a des troubles de mémoire récents importants. Ici, ce qu'on a, c'est plus une difficulté à comprendre le sens des mots. Il y a de la difficulté à reconnaître certains objets. Elle va lui dire, ben, va me chercher le marteau. Puis il va dire, mais c'est quoi un marteau? Puis ben là, il n'arrivera pas à ramener le marteau parce qu'il dit, ben, j'ai jamais vu ça, moi, un marteau. Je ne connais pas ça, un marteau. Récemment, ça s'étend au visage. Donc, je vais vous montrer des vidéos parce que c'est là qu'on voit un peu la nature du problème. D'abord, c'est peut-être pas lui que je vais commencer. Je vais y aller plus en dénomination. Je vais vous montrer d'autres objets. Alors, je le mets sur pause. C'est une planche où on va demander aux patients de nommer des objets. Vous avez le gant, le fauteuil, vous avez la clé, la plume. Vous allez voir ce qui se passe avec ce patient-là. Passer à ces items-là. J'aimerais ça que vous me nommiez ça ici. Comment on appelle ça? Vous entendez bien les vidéos, Voilà, je me Noah? rappelle pas de ça. Fait qu'on se met ça dans nos mains. Oui, exactement. On se met ça dans la main. Voilà, je me rappelle pas du nom parce que c'est rare que je... Ça commence par G. C'est un... Je vous donne les premières... Juste pour être sûr, Noah, vous entendez bien les vidéos? Oui, tout à fait. Oui, oui. Excellent. Je continue. Donc là, je lui montre le gant. Oh, oh, attendez un petit peu. On vient de l'échapper. Ça ne sera pas long. On retourne aux vidéos. Voilà, ça recommence. Je vais vous montrer d'autres objets. On va passer à ces items-là. J'aimerais ça que vous me nommiez ça ici. Comment on appelle ça? Tu vois là, je me rappelle pas de ça. Fait qu'on se met ça dans nos mains. Oui, exactement. On se met ça dans la main. Voilà, je me rappelle pas du nom parce que c'est rare que je... Ça commence par G. C'est un... Je vous donne les premières lettres. Hein. G, A. C'est un... Ça vous dit Je me rien? rappelle pas. Est-ce que c'est une mitaine? Un gant? C'est un gant. Donc, il réussit le mot gant avec indice. Ça ici, comment on appelle ça? La Une chaise, chaise. ça va. Une Je lui chaise. montre la plume. Regardez les erreurs à la plume. Ça, je me rappelle pas comment on appelle ça. Pas d'idée? Non. On s'en sert, hein, c'est comme doux sur la peau. Donne un indice On peut s'en sémantique. servir sur les chapeaux. Hein? On se sert de ça sur les chapeaux. On peut mettre ça sur les chapeaux comme décoration. Ah. Ça, c'est Bonne pas idée. des choses. Je vais vous donner le début. C'est une pluie. Je lui donne un indice, quoi? les premières Une lettres. pluie. Une pluie. Ça commence par PL. Une pluie. Je sais pas. Si je vous dis une plume, Une plume. Je pense que c'est une plume. savez-vous c'est quoi une plume? Non. Pas d'idée. Donc, je fais une pause, Noah, pour faire un petit commentaire. Ce patient-là arrive à la clinique de mémoire traité pour la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que dans le fond, son médecin, initialement, avec tout son bon vouloir, a dit ben, il ne se souvient pas c'est quoi d'une brocheuse, il ne se souvient pas c'est quoi d'une plume. C'est un gros trouble de mémoire, c'est une maladie d'Alzheimer, puis il prend un médicament, dans le fond, contre la maladie d'Alzheimer, puis il n'en a pas besoin parce que ce n'est pas ça son problème. C'est un patient, comme je vous dis, qui ne se répète pas, qui vient à la clinique de mémoire en auto tout seul, qui ne se perd pas en auto. Son problème, vous le voyez, c'est dans le sens des objets. Il voit un objet, il ne sait pas c'est quoi. Une plume, il n'arrive pas à savoir c'est quoi. Donc, c'est plus un problème sémantique. On va continuer avec la clé. Puis on s'entend là que c'est un universitaire comptable. C'est un monsieur qui gérait des millions dans une commission scolaire. Donc, il devrait normalement reconnaître une plume, reconnaître une clé. Voyez ce qui se passe avec la clé. Ça ici,
sais pas. Pas d'idée? Non. On s'en sert pour débarrer les Je portes. donne un indice donc de contexte. Ah oui? Tu veux débarrer ta porte là? Tu peux. On peut utiliser ça, oui. Ouais. Ça, je ne me rappelle pas du nom. Ça me sert jamais de ça. Ça commence par CL. C'est une clé. Clic. Une clé. Ah, Ça vous dit de quoi, une clé? Oui, oui. OK. Puis on se sert... À quoi ça sert une clé? Ben, comme tu dis, ça peut ouvrir les choses. OK. C'est bon. Pas très convaincant dans sa description quand même. Vous avez vu un peu la nature du déficit. Donc, dans la variante sémantique de l'APP, une des 3 variantes, ce qu'on a surtout, c'est l'atteinte de la mémoire sémantique. Donc, ce qu'on appelle les connaissances encyclopédiques et visuelles qu'on possède sur le monde qui nous entoure. Depuis que vous êtes tout petit, on vous a dit qu'un chien, c'était ça. On vous a montré un chien. Vous en avez peut-être eu un à la maison. Mais si on vous avait dit qu'un chien, ça s'appelle balayeuse, vous auriez appris qu'un chien, c'est balayeuse. Puis toute votre vie, vous auriez consolidé l'élément sémantique balayeuse pour un chien. Mais donc, les connaissances encyclopédiques, les faits, ça se traduit donc en clinique par un trouble de la dénomination. Quand on présente des objets en confrontation, c'est quoi ça? Les gens vont de la discuter à nommer. Ça se produit aussi en clinique par un trouble de compréhension des mots. Vous avez vu que ce n'est pas très clair pour lui à quoi ça sert une clé. Discuter accéder au sens des objets, donc le sens profond, c'est la sémantique. Et il y a d'autres déficits un peu plus fancy dont je ne parlerai pas. Cliniquement aussi, c'est quand on fait une imagerie de ces gens-là, vous voyez là, le côté gauche, tout est inversé là, en radiologie. Ça, c'est à droite, je vous suis, mais pour nous, c'est la gauche. Vous voyez tout le noir ici, là, c'est du liquide qui a pris la place du cerveau. Donc, ça devrait être plein de neurones comme du côté droit ici. Mais au côté gauche, vous voyez le noir au niveau de l'hippocampe, puis au niveau du lobe temporal antérieur. Si on met ça sur une belle image, vous voyez l'hémisphère gauche ici, bien, le jaune, c'est l'endroit où il y a le plus d'atrophie chez les patients qui ont la variante sémantique. Puis vous avez une autre scan, vous voyez encore une fois que cette pointe-là de neurones en temporal antérieur est beaucoup plus effritée. Il y a du noir, donc du liquide qui a pris la place du cerveau, beaucoup plus que du côté droit. C'est ce qu'on va appeler la variante sémantique. Et je vais terminer là-dessus, Noah. Il faut réaliser que, je vous ai dit d'entrée de jeu, hein, quand la présentation a commencé, que les maladies dégénératives sont secondaires à une accumulation de protéines, une accumulation anormale de protéines dans le cerveau. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'amyloïde et la tau, TAU-tau. Ici, dans la variante sémantique, c'est ce qu'on va appeler du TDP43. Vous voyez là, ce qui est en rouge, c'est la pathologie TDP43 de type C. Donc, ça ne donne rien de donner un médicament contre l'Alzheimer à ces patients-là. Ça ne va pas aider les bons circuits. Et ce que ça nous prend, c'est des anti-TDP43, des médicaments qui vont contrer l'accumulation de cette protéine-là. Voilà. Effectivement. Et puis là, justement, j'allais m'apprêter à vous interrompre pour vous poser une question très importante par rapport justement à ce que vous avez mentionné tantôt, d'avoir une personne qui vient avec des problèmes de langage, donc une aphasie sémantique, et puis on lui donne un traitement de type donipézie, Aricept pour la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est exactement ce genre de questions qu'on reçoit. Quelle serait donc l'efficacité finalement de ces médicaments-là pour des personnes qui ont soit une dégénérescence frontotemporale ou encore des problèmes d'aphasie? Oui, excellente question. Aucune. Donc, il faut réaliser que parmi les 3 formes d'aphasie primaire progressive que je vous ai présentées, la variante logopénique, c'est la variante langagière de la maladie d'Alzheimer. Donc, ces gens-là, on va les traiter avec le même traitement que la maladie d'Alzheimer parce que c'est ça le problème sous-jacent. La pathologie sous-jacente qui s'accumule est Alzheimerine. Mais les 2 autres, la variante sémantique et la variante non fluente, quand on voit des gens qui sont traités avec un médicament pour l'Alzheimer, on l'enlève. On va dire à la famille, écoutez, même ça peut avoir des effets néfastes parce qu'il faut penser que ces gens-là ne sont pas déplétés ou n'ont pas un manque d'acétylcholine dans leur cerveau. Ce n'est pas les mêmes réseaux qui sont touchés. L'acétylcholine, pour bien clarifier les termes, c'est un neurotransmetteur qui permet, c'est comme un liquide biologique qui permet aux structures de se parler entre elles. Donc, les zones de la mémoire sont très riches en acétylcholine. Les zones de l'éveil, de l'attention sont très riches en acétylcholine. Dans la maladie d'Alzheimer classique,
ce sont ces circuits-là de la mémoire qui sont touchés. Donc, l'inhibiteur de l'acétylcholinestérase vient augmenter les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau et ça a été documenté dans la maladie d'Alzheimer, non seulement ayant un effet pour ralentir, stabiliser, mais aussi diminuer le placement en institution. C'est ça qui est important. Dans les études Cochrane, les grandes méta-analyses, les revues de plusieurs études, ces médicaments-là ont une efficacité aussi sur le plan comportemental pour ralentir, pas ralentir, mais retarder le placement en institution. Alors que ça serait inadéquat, comme on disait, de prescrire ces molécules-là pour les éléments frontotemporaux, APP, comme sémantiques puis non-fluents. Vous avez justement mentionné l'importance de faire appel à des orthophonistes. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies également à mettre en place pour améliorer justement ces problèmes de langage? Est-ce que c'est réversible ou au contraire, c'est une perte qui malheureusement va demeurer avec l'évolution de la maladie? Je vous dirais essentiellement ce qu'on voit pour vous donner un peu une idée de l'épidémiologie ou disons de l'évolution, l'histoire naturelle de ces trois variantes-là. Puis je peux vous dire que dans les travaux de la chaire Fondation Famille Lemaire, présentement, on a une fellow qui est avec Monica, notre coordonnatrice, qui est très, très, très assidue à sortir tous les cas qui sont passés à la clinique de mémoire pour mieux comprendre l'histoire naturelle des trois variantes sur plusieurs années. On recense tous les cas qui sont décédés et on remonte à la naissance puis on essaie de comprendre l'histoire naturelle. Ce qu'on voit, c'est que la variante logopénique, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, évolue pas mal comme les Alzheimer classiques et l'aide qu'on peut leur apporter à ces gens-là, c'est d'une part l'orthophonisme puis le soutien psychosocial, comme on le fait avec la maladie d'Alzheimer. Je ne vois pas comment c'est différent. La deuxième variante, la variante sémantique, ce sont des gens plus jeunes et qui évoluent là, sur de nombreuses années, on parle de 25 ans, et qui ont souvent, la variante sémantique, une composante frontotemporale comportementale importante, donc des obsessions, des rituels, des changements de comportement, de la rigidité, toujours devoir manger la même chose à la même heure, faire des activités qui ne sont pas très, très génératrices de succès, qui sont comme des rituels, comme par exemple compter des brins de gazon. Si vous êtes un biologiste puis vous étudiez la flore botanique, c'est pertinent, mais sinon, compter les brins de gazon, ça ne vous avance pas beaucoup dans votre journée. Donc, des rituels, des changements de comportement assez significatifs. Et ça, donc, ça vient vraiment contaminer la vie des aidants. Donc, non seulement chez les variantes sémantiques, l'orthophoniste est importante pour faire comprendre la maladie à l'aidant, donner des trucs. Avec le iPad, par exemple, si on envoie la personne faire le marché ou chercher une liste d'items au supermarché, pour chaque item, si c'est du brocoli, bien, il va avoir une image qui va maximiser le contexte. C'est un légume, on en retrouve à telle place. À la maison, on l'en fait dans telle recette. J'en ai besoin aujourd'hui parce qu'on va faire une recette avec du brocoli. Mais ça, c'est laborieux, mais ça se fait. Donc, pas juste l'orthophoniste pour ces éléments-là, mais aussi, dans la variante sémantique, le médecin qui est sensibilisé aux changements de comportement et aux rituels, aux obsessions. J'avais, comme je disais tantôt, Noah, tout à l'heure, dans mon bureau, une patiente qui a des obsessions très somatiques. Alors, elle a des douleurs, elle va me dire mon estomac fait 3-4 tours, puis après ça, ça va dans mes jambes. Mais tu sais, médicalement, ça ne fait pas de sens. Mais le conjoint, lui, il est inquiet, puis il dit oui, mais elle a mal aux jambes, qu'est-ce qu'on fait? Cette patiente-là a eu multiples investigations sur le plan vasculaire veineux. Est-ce qu'elle fait de l'insuffisance veineuse? Sur le plan artériel, est-ce qu'il y a un problème dans les vaisseaux des jambes? Tout négatif. Elle a eu des colonoscopies, gastroscopies pour aller voir l'estomac. Elle dit oui, mais mon estomac fait 3 tours, puis après, ça va dans mes jambes. Mais là, donc, les gens autour, à un moment donné, se disent attends un peu, là. On a fait le tour, on a fait les examens. C'est vraiment, là, ça ressemble plus à une obsession. Quand on le sait, ça, quand on le sait que les gens qui ont la variante sémantique, on en parle sur le site de la chaire, sont plus sujets à avoir ce genre de rituel-là puis de croyances obsessionnelles fausses, bien, ça permet aux aidants de mieux composer. Fait que je dirais pour la variante sémantique, longue histoire naturelle, orthophoniste, puis un médecin qui est sensible à ça. Des fois, ça peut aller jusqu'à une consultation en psychiatrie pour valider la question des obsessions puis valider la médication. La dernière forme, qui est l'aphasie progressive non fluente / agrammatique, elle est dévastatrice parce qu'elle s'accompagne de symptômes qui sont dans le spectre du Parkinson. Donc, non seulement il y a cette aphasie
non fluentes où les gens ont de la difficulté à s'exprimer, ça ne sort pas. Ils ont de la difficulté à composer des phrases qui sont grammaticalement bien construites et de ce fait, ont de la misère à comprendre des phrases qui sont grammaticalement complexes. Mais ils ont aussi donc des changements comme le Parkinson. Ils peuvent marcher plus lentement, ils peuvent avoir un bras qui fonctionne moins bien. À l'alimentation, on peut avoir de la difficulté avec un membre, juste ne serait-ce que pour faire les activités de la vie quotidienne normales, se laver, etc. Alors, pour eux, l'orthophonie est très importante, le soutien psychosocial, le médecin qui comprend. Puis, il faut retenir que l'évolution, l'histoire naturelle de la variante non fluente agrammatique est beaucoup plus rapide. On parle d'autour de 7, 8, des fois 10 ans. Donc, en termes de temps, on pourrait dire la plus longue, c'est la sémantique. La deuxième, c'est la variante logopénique. Puis la plus rapide, celle qui évolue le plus rapidement vers le décès, c'est les variantes non fluentes. Vous avez fait mention justement de un point assez intéressant dans le sens, est-ce que ces problèmes de langage sont plus prévalents chez des personnes qui ont des niveaux d'éducation élevés? Oui, c'est une bonne question, ça. On voit que tu as fait tes devoirs, Noah. C'est une hypothèse actuellement par rapport à la variante sémantique. On ne sait pas pourquoi, parce qu'en général, puis vous avez, on distribue des feuillets, nous, aux familles, en disant il faut rester actif intellectuellement, il faut stimuler le cerveau, des casse-têtes, des mots croisés, écouter de la musique, jouer de la musique, apprendre une nouvelle langue, c'est tout bon pour le cerveau. Mais paradoxalement, les gens qui ont une variante sémantique de l'aphasie progressive sont classiquement des universitaires très éduqués. Alors, j'ai des ambulanciers, des médecins, des architectes, des gens là, qui ont fait chauffer les neurones toute leur vie dans leur travail. Et donc, en plus forte prévalence, il y a une atteinte sémantique chez ces gens-là que les gens qui ont moins eu la chance d'aller à l'école. On ne comprend pas pourquoi présentement. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Je veux vraiment que vous soyez à l'heure pour votre prochain rendez-vous. Donc, on a justement plusieurs questions. Ouais. Alors, vous y avez répondu, mais je vais la poser. Est-ce que c'est possible d'avoir la maladie d'Alzheimer avec une atteinte frontotemporale? Oui, donc en général, quand cette question-là survient, bougez pas, je vais faire disparaître ça. Quand cette question-là survient, nous, on a un travail de détective puis d'investigation en clinique de mémoire pour essayer de comprendre. Parce que dans les 4 variantes de la maladie d'Alzheimer dont j'ai parlé un peu plus tôt, il y a une variante qu'on dit mnésique classique, une variante langagière, une variante visuelle. Mais la 4e variante, c'est une variante comportementale dysexécutive. Donc, si, par exemple, une personne présente des changements de comportement, diminution de jugement, irritabilité, rigidité, une familiarité avec les étrangers qui n'est pas normale ou des comportements qui sont en dehors de ce que la personnalité aurait montré avant. Donc, par exemple, quelqu'un qui était, par exemple, très introverti, connu introverti toute sa vie, puis qui maintenant donc va vers les autres personnes, commence à raconter sa vie, les invite à la maison, donc des comportements qui sont vraiment là en dehors du spectre connu. Tout ça, ces changements de comportement-là peuvent chevaucher la variante comportementale de la démence frontotemporale, mais pourraient aussi être attribuables à ce qu'on appelle une maladie d'Alzheimer comportementale. Et nous, notre travail en clinique de mémoire, ça va être justement de re-questionner les proches, questionner le patient. Et il y a comme des pointes de symptômes qui vont nous aider, disons, à se positionner. Par exemple, dans la variante comportementale de la démence frontotemporale, il y a vraiment une perte importante de l'autocritique. La personne a des comportements inadéquats, inappropriés et ne le réalise pas. Dans la variante comportementale de la maladie d'Alzheimer, il y a encore une certaine autocritique par rapport à ces comportements. La personne va être capable de dire « Oui, mais vous savez, je l'ai rencontré, elle est super gentille, puis c'était plaisant d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un. Moi, ça m'a fait plaisir qu'elle vienne chez moi puis qu'on peut juste discuter comme ça. » Il y a aussi toute la question de l'empathie. Souvent, dans la variante comportementale de la démence frontotemporale, il y a une perte d'empathie et de sympathie. Alors que dans la maladie d'Alzheimer comportementale, il y a encore une certaine préservation de l'empathie. Et je vous dirais, au-delà de la clinique, nous, on va aller doser certains biomarqueurs. C'est sûr que si les biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien, donc à la ponction lombaire, sont compatibles avec une maladie d'Alzheimer,
un abaissement de l'amyloïde puis une élévation de la protéine tau, ça va nous orienter vers un Alzheimer comportemental. À l'inverse, si les biomarqueurs ne sont pas compatibles avec un Alzheimer, on va peut-être plus pencher vers une variante comportementale de la démence frontotemporale qui, elle, est davantage associée à la protéine tau. Est-ce que des AVC multiples peuvent être des facteurs de risque importants pour la dégénérescence frontotemporale? Non pas la maladie d'Alzheimer, mais vraiment la DFT. Pas pour la DFT, non, vraiment pas. Ça ne fait pas partie du spectre, on ne voit pas ça. Non, mais pour la maladie d'Alzheimer, puis il y a une synergie qui s'opère. On a une étude en cours présentement qui a été lancée par ma collègue Sandra Black à Toronto, qui est l'étude MITNEC, où on s'intéresse vraiment à la synergie entre la pathologie Alzheimer et les problèmes vasculaires, mais pas dans le frontotemporal, c'est même pas un facteur de risque en seulement. Une autre question également par rapport au fait que les facteurs génétiques jouent un rôle très important dans la DFT. Ouais. Pour des personnes justement qui auraient des parents qui ont déjà eu la maladie d'Alzheimer, forme génétique ou encore la dégénérescence frontotemporale. Nous, de notre côté, en fait, au niveau de la fédération, on a mis en place en fait une base de données pour rediriger les personnes en fonction de leur situation vers des études cliniques. Ouais. Et donc, là, la personne, en fait, pose la question, est-ce que ça vaut la peine de s'impliquer dans la recherche tout en sachant que ils sont potentiellement à risque, mais que pour le moment, il n'y a pas encore de remède, même s'il y a des interventions là qui sont disponibles. Mais voilà, votre opinion? Vous parlez d'une personne extrêmement biaisée présentement, c'est sûr qu'il faut participer à la recherche, c'est sûr. Écoutez, on est dans une ère extrêmement excitante pour les maladies dégénératives. On a plusieurs projets en maladies dégénératives, Alzheimer génétique, en frontotemporale génétique. Je pense que c'est propre à chacun de participer ou non. Mais par exemple, prenez l'étude GENFI. GENFI, c'est pour Genetic Frontotemporal Dementia Initiative. Vous avez un site internet, genfi.org. GENFI, dans le fond, c'est l'étude des gens qui, dans leur famille, connaissent un patient qui a été affecté par la démence frontotemporale, qui a eu donc des investigations, puis les investigations ont montré qu'il y avait une mutation positive qui cause la démence frontotemporale. Donc, eux, en étant les descendants de cette personne-là, soit les fils ou les filles, sont à risque. Ils ont 50% des risques de développer la maladie. Ils vont venir nous voir en disant, moi, est-ce que je pourrais participer? Est-ce que je devrais participer? Oui, parce que notre tâche pour les prochaines années, c'est de développer des biomarqueurs, identifier des biomarqueurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir commencer à déceler quand est-ce que la personne commence à piquer du nez sur le plan cognitif. On ne traitera pas des gens qui vont bien, mais si au niveau du volume cérébral, si au niveau de certains biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien qui circulent dans notre cerveau, si on voit là, que ça commence à flancher, c'est là qu'on va vouloir les traiter, les gens. Donc, par exemple, GENFI, en étudiant des sujets normaux qui n'étaient pas malades cliniquement, on a montré, par exemple, que les neurofilaments, qui sont un type de biomarqueur qui est très sensible pour la dégénérescence frontotemporale, est utilisé dans d'autres pathologies neurologiques ou style neurofilaments comme la sclérose en plaques. Mais pour la démence frontotemporale, on sait que les neurofilaments sont très différents si vous commencez à entrer dans la phase où la maladie va devenir symptomatique. Ces gens-là, c'est eux qu'on va vouloir traiter avec un médicament, soit un anti-tau ou un anti-TDP43. Il faut réaliser que si ces médicaments-là ont des effets secondaires, on va dire, oui, je comprends qu'il y a des effets secondaires, mais écoutez, là, vous entrez dans la maladie. Si on ne fait rien, ça va évoluer comme ça a été le cas pour votre père ou votre mère. Donc, c'est un long détour pour dire que oui, je vous encourage et j'encourage les gens qui nous écoutent à prendre connaissance des protocoles de recherche. Je veux dire, chacun de ces protocoles-là a un formulaire de consentement qui décrit l'implication que ça vous engendre. Alors oui, allez-y, on a besoin de vous, on a besoin du plus de gens possible. Puis en même temps, vous devenez des vecteurs aussi pour conscientiser les gens autour de vous par rapport à ces maladies-là. Excellent. Et puis, comme vous l'avez aussi très bien mentionné, les modifications dans le cerveau ont lieu déjà 25 années avant l'apparition des symptômes, encore moins au niveau de la dégénérescence frontotemporale, d'où l'importance aussi d'avoir un diagnostic précoce. Mais il y a un terme plus spécifique en anglais qui est le timely diagnostic, pas juste le early diagnostic, mais vraiment au bon moment. Et je pense forcément ça améliore aussi la prise en charge par la suite. Vous avez beaucoup
parlé de la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a accumulation de ces protéines-là ou encore que la machine s'emballe et puis qu'on a justement ces enchevêtrements ou encore ces plaques dans le cerveau? La question plus précise également qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un lien avec notre alimentation? Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que la protéine amyloïde s'accumule? Dans les variantes génétiques, on sait que là, il y a quelque chose de génétique qui cause l'accumulation. Donc, ça, le mécanisme est connu. Il y a une mutation, par exemple, dans la préséniline 1, la préséniline 2 ou l'APP, qui est l'apolipoprotéine. Ça, c'est clair pour la génétique. Maintenant, pour le facteur de risque ApoE4, puis l'impact sur l'accumulation de la protéine comme telle, on pense que c'est soit qu'il y a une surproduction ou soit il y a un déficit ou un défaut d'élimination. Mais on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas la réponse à ça. Si je l'avais, on serait bien plus avancé qu'on l'est présentement. La question de l'alimentation, je pense que tout ce qui s'appelle contribution d'alimentation aux facteurs de risque vasculaire et donc à la synergie entre les problèmes vasculaires et le maladie d'Alzheimer. Ça, les gens l'ont bien compris, cet élément-là, et c'était démontré dans les études épidémiologiques aussi. Si on contrôle bien les facteurs de risque vasculaire, on diminue l'incidence, on diminue l'impact de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est important de bien manger, de faire de l'activité physique, de suivre le guide alimentaire canadien. Il y a l'alimentation qu'on appelle la diète méditerranéenne aussi, qui a eu des impacts au niveau épidémiologique. Donc, ça, on renforce cet élément-là. Trop de sucre, trop de sel, trop d'alcool, ce n'est pas bon pour le cerveau, ça c'est clair, et ce n'est pas bon pour les maladies dégénératives. Il faut vraiment être prudent à cet égard-là. Maintenant, il y a tout un courant récent qui est excitant également de, par exemple, la diète cétogène ou des composés qui sont plus à base de ginkgo biloba ou d'autres de vitamine E ou de différents procédés là, qui sont explorés. Je pense qu'il faut demeurer ouvert à ces éléments-là. Il faut être critique en même temps. Parce qu'à quelque part, quelqu'un pourrait dire, écoutez, les médecins, vous avez beau critiquer, vous n'avez pas mieux. Effectivement, on n'a pas mieux. Mais donc, il faut quand même retourner aux données. Je veux dire, il y a des choses qui ont circulé sur Internet à un moment donné qui était une espèce de casque d'électroencéphalographie qu'on faisait porter la nuit, puis qui, soi-disant, diminuait les plaques amyloïdes. Il y avait 8 patients qui avaient participé à une étude, puis ça avait diminué les plaques amyloïdes. Tu sais, des affaires de casque à 350$ qu'on vous vend, qui n'ont pas été étudiées, ça me fait peur. Puis il y a un peu de ces éléments-là que vous pouvez voir dans les complexes vitaminiques, etc. Il faut voir la science, puis il faut bien être critique par rapport à ça. Par exemple, la vitamine B12, le ginkgo biloba, la vitamine E, c'était tous des pistes intéressantes. Il n'y en a aucune qui a tenu dans la recherche. Il n'y a aucune qui a été significative au niveau de la science. Les anti-inflammatoires, c'est un peu le même principe. Épidémiologiquement, on savait que les gens qui avaient pris un anti-inflammatoire avaient moins d'incidence de maladie d'Alzheimer, mais le fait de, aujourd'hui, vous, débuter du naproxen 500 BID en vous disant je vais enrayer la maladie d'Alzheimer, ça a été étudié, puis ça ne marche pas non plus. Maintenant, pour ce qui s'appelle la diète cétogène, j'aurais la même approche, et je vais parler du microbiote après, là, mais pour la diète cétogène, c'est le même principe. C'est une diète qui est extrêmement contraignante et les effets actuellement par rapport à la maladie d'Alzheimer demeurent mitigés et non démontrés. Donc, avant de vous lancer là-dedans, je veux dire, je ne peux pas vous dire quoi faire, faites bien ce que vous voulez, mais la science n'est pas claire là-dessus. Donc, je serais un peu réticent à dire diète cétogène for all. Puis la question du microbiote, mais ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'études actuellement. Il faut penser, tu sais, à répétition, Noah, dans tes questions, tu m'as dit, où les gens posaient la question, oui, mais ça part de où? Ça commence, c'est quoi le début? On ne sait pas c'est quoi le début. On sait qu'il y a des mécanismes inflammatoires qui sont en place. À un moment donné, le feu pogne, puis la protéine amyloïde s'accumule, la protéine tau suit pour la maladie d'Alzheimer comme telle. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être un début, une initiation qui vient du microbiote intestinal, qui, lui, est très, très, très vaste et a des interactions avec l'inflammation cérébrale? On le voit dans plusieurs autres maladies. Alors, de diminuer cette composante inflammatoire-là au niveau du microbiote intestinal, est-ce que ça pourrait avoir un effet chronique à long terme sur le cerveau? Pourquoi pas? Ça, je trouve que c'est des hypothèses. Il y a un chercheur d'ailleurs, Denis Soulet, dans le Centre de recherche du CHU de Québec, à Québec, qui est impliqué dans plusieurs recherches sur le microbiote intestinal. Et c'est une hypothèse qui est actuellement qui est dans le monde, qui est très en vogue. On va voir où ça va nous mener, là.
Excellent. Justement, vous avez mentionné tout ce qui est processus inflammatoire, les maladies vasculaires également. Puis ce mois-ci, on a donné, donc, dans le cadre des conférences mémorables, un webinaire avec Dr Edith Hamel, qui a justement parlé de la maladie vasculaire et ses impacts sur le déclin cognitif. Et vous avez également mentionné la diète cétogène. On a également fait un webinaire avec Dr Können, donc de l'Université Sherbrooke, justement sur l'implication des cétones dans le processus. Donc, je vous invite vraiment à aller revoir ces conférences. Absolument. Vous y trouverez également d'autres informations. Le temps file. On est à 3 minutes de 11 heures, donc je ne veux vraiment pas prendre le temps de votre patient. Merci beaucoup, Dr Laforce, pour cette heure d'interaction, d'échange et puis de partager toutes ces connaissances-là. Je pense que ça aide beaucoup plus les personnes de comprendre de quoi justement on parle, de faire cette distinction-là. Et que le plus important, c'est vraiment de favoriser ce diagnostic, mais aussi d'avoir un tableau clinique qui est propre pour poser justement un diagnostic qui va dans le bon sens et aider les personnes. Je vous inviterai également à consulter et à contacter votre société Alzheimer si vous avez des problématiques, parce qu'elles aussi peuvent vous outiller avec plusieurs interventions. C'est très rassurant, Noah, pour continuer sur ce que tu dis. C'est très rassurant pour les familles, même s'il n'y a pas nécessairement de traitement qui renverse la maladie. C'est très rassurant de comprendre qu'est-ce qui arrive et de savoir qu'est-ce qui arrive. Alors, il y a eu une époque où on disait c'est pas grave de savoir c'est quoi, on n'a pas de traitement. Mais c'est tellement faux et c'est important pour les familles de connaître l'histoire naturelle de ce dans quoi ils s'embarquent. Ouais. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à tous ceux qui étaient là avec nous, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On va reposter effectivement la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez vous y référer parce que justement, il y avait énormément d'informations, mais ça montre aussi toute la complexité de la maladie. Vous pourrez donc vous y référer par la suite. Alors, merci à tous de votre temps et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci encore, Dr Laforce. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.